Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Polycritique, le webinaire mensuel de la FSP, s'intéresse aujourd'hui à un projet de loi qui vient d'être présenté en Conseil des ministres ce matin même, un projet de loi sur l'immigration. Un de plus, direz-vous, car c'est vrai, la France est déjà bien pourvue en la matière et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons intitulé ce webinaire « Une autre loi sur l'immigration, pourquoi, pour qui ?» Pour répondre à cette question, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir 4 experts en la matière que je vais présenter d'un mot dans l'ordre alphabétique. Mehdi Alioua, professeur de sociologie à Sciences Po Rabat, à l'Université internationale de Rabat. Angéline Escafré-Dublet, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Lyon 2 et affiliée à l'Institut Convergence Migration. Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po et du CNRS. Et Patrick Veil, directeur de recherche au CNRS, affilié au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains à l'Université de Paris 1. Avant de leur laisser la parole, un mot de pure logistique. Nos 4 intervenants vont décrypter cet enjeu d'actualité les uns après les autres et ensemble, mais cela ne leur prendra, je dirais, qu'1 heure, après quoi nous aurons une session de questions-réponses. Et je vous invite dès maintenant, vous qui vous êtes connectés et qui vous connectez encore d'ailleurs les uns après les autres, les unes après les autres, à poser vos questions en utilisant la boîte Q et R, questions-réponses. Vous pouvez utiliser la boîte discussion pour tout le reste. Si vous avez des commentaires, si vous avez des échanges d'informations, si vous voulez partager des références, n'hésitez pas. Un webinaire, c'est aussi cette facilité que l'on a de communiquer de manière transversale. Alors, pour commencer, j'aimerais que nous disions, nous cherchions à savoir de quoi on parle. Quels sont les contours de ce projet de loi? Gérald Darmanin l'a résumé d'une phrase: il s'agit d'être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Certes, mais encore, quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi? Et Virginie Guiraudon, si vous pouviez éclairer notre lanterne pour commencer en le définissant, en le caractérisant, ce projet de loi, ce serait une bonne façon de commencer, une bonne entrée en matière. Virginie. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation et je suis ravie de faire partie de ce beau panel de chercheurs et de chercheuses sur le sujet. Alors, pour présenter ce texte, d'abord, il a un titre, hein, c'est un projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. C'est un titre qui est assez peu original, puisqu'on peut dire qu'à partir du milieu des années 70, dans plein de pays d'ailleurs européens, pas seulement en France, on a souvent cette dichotomie. On dit pour que ceux qui sont là s'intègrent mieux, il faut mieux contrôler. Là, dans le projet de loi, ce sont en fait des titres séparés et puis la notion d'intégration est en fait un seul des titres, hein, assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue, qui est le premier titre de ce projet de loi qui ensuite insiste sur les dispositifs d'éloignement, le contrôle des frontières, la réforme de l'asile, la simplification des règles du contentieux étranger, etc. Donc mais en tout cas, sur ce titre, on a l'impression d'être dans une continuité, en tout cas dans la rhétorique. C'est un projet de loi qui est le deuxième en fait de la présidence Macron. Il y avait déjà eu un projet de loi qui avait été adopté en 2018. Donc pareil, relativement tôt dans le premier quinquennat. Et là, donc le projet de loi a été déjà discuté à partir du mois d'août 2022, donc très peu de temps après les élections législatives qui ont suivi la présidentielle. Mais on y reviendra sans doute dans nos discussions, dans un contexte politique qui a quand même grandement changé, et surtout en ce qui concerne l'Assemblée nationale, bien sûr, avec une majorité relative pour la majorité présidentielle, le groupe Renaissance maintenant,
de nombreux députés du Front national et donc un groupe Les Républicains entre les deux, qui a été interpellé par le ministre de l'Intérieur sur ce texte à plusieurs reprises dans ses expressions médiatiques en expliquant que c'était le projet de loi dont que les Républicains avaient rêvé, quoi. La droite l'a rêvé, nous faisons cette loi. Donc il y a aussi évidemment des enjeux politiques et on peut d'ailleurs se demander pourquoi présenter un nouveau projet de loi en ce début de deuxième quinquennat sur ce sujet précis qui a tendance, on va dire, à être un sujet de clivage entre la droite et l'extrême droite et entre la droite et les autres forces politiques. Sur le fond, c'est un texte très disparate, mais qui reprend un certain nombre de… Enfin, il y a très peu de nouveautés, on va dire, à part des nouveautés, je veux dire, très, très, très récentes. C'est-à-dire, il y a une mention, par exemple, dans le justificatif de la loi, de l'Ocean Viking, qui est arrivé donc sur nos côtes très récemment, et pour dire qu'il faut un petit peu plus de temps pour que les juges puissent décider si on peut, si les personnes qui avaient été retenues, en l'occurrence après le débarquement de l'Ocean Viking, doivent être reconduites ou placées. Il y a aussi des mentions presque qui ont trait à la pandémie, avec beaucoup de mentions sur le besoin de recruter des personnes dans les domaines de la santé et de la pharmacie. Mais sinon, on retrouve en fait un certain nombre de choses qui sont, on va dire, des dispositifs qui sont, on va dire, précisés ou restreints et qui existaient déjà dans ce qu'on appelle le CESDA, hein, le Code d'entrée et de séjour des étrangers et le droit d'asile. Des choses dont on a pas mal parlé dans la présentation du texte, c'est-à-dire de la part des gouvernants et aussi des médias. Peut-être 2 ou 3 points. Le premier, c'est l'insistance sur le fait que les étrangers, maintenant, pour obtenir un titre de séjour pluriannuel, devront passer un test de langue. Alors, dans la loi, ce n'est pas précisé, ça sera précisé exactement, mais on parle d'un niveau A2, ce qui est un niveau relativement avancé en français. Enfin, il faut en tout cas connaître le passé composé, le futur simple, s'exprimer bien. Ça, c'est typiquement quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays européens et depuis très longtemps, hein. La première idée de considérer que l'intégration, c'est connaître la langue et les valeurs d'un pays, ça date des années 90 aux Pays-Bas, et puis ça s'est diffusé ensuite un peu partout, sauf en Espagne pendant longtemps. Et en France, on a un contrat d'intégration républicaine depuis les années Sarkozy. Donc, on voit qu'il y a une sorte de continuité, de choses qui rappellent ce qui se passe dans d'autres pays européens. Ensuite, le reste, c'est plutôt l'idée de rendre plus automatique, dans certains cas, les mesures d'éloignement, de continuer aussi à territorialiser le droit d'asile. Pareil, c'était déjà dans le texte de 2018. Donc, en résumé, il y a des choses qu'on va dire, dont on discutera peut-être, des choses qui existent un peu qui ne sont pas très nouvelles, à part ce qui peut paraître vraiment relever de l'actualité comme Ocean Viking, et un texte assez disparate, sans expliquer exactement et sans justifier forcément pourquoi ce texte est nécessaire, absolument nécessaire, dans un cadre où on sait qu'il y a d'abord beaucoup de questions de droit européen qui rentrent en jeu, ou droit international d'ailleurs, et puis surtout, comme le savent bien les associations et les juristes qui travaillent sur ces questions, où on s'intéresse plutôt à la mise en œuvre en fait des politiques d'immigration, aux moyens donnés, aux instructions qui sont données aussi, aux priorités qui sont données à la fois aussi bien à la police des frontières que à l'ensemble des agents responsables de ces questions. Voilà pour un premier tour d'horizon. Donc, et ce texte a été présenté aujourd'hui
et devrait être discuté à l'Assemblée après le projet de loi sur les retraites. Merci beaucoup Virginie. Tu as utilisé le mot continuité au moins une fois dans cette première présentation et j'aimerais me tourner maintenant vers Patrick Weil qui suit ces dossiers depuis très longtemps et qui du coup a le recul nécessaire pour répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'apporte ce texte par rapport au stock législatif existant? Tu as commencé à y répondre, Virginie, mais on pourrait peut-être se poser la question du changement dans la continuité. Est-ce que la patte macronienne du « en même temps » se retrouve là, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus politique encore? Et d'ailleurs, la question de la politisation de l'immigration sera notre fil rouge sans aucun doute ce soir. Patrick, comment est-ce qu'on peut regarder ce texte nouveau à l'aune de ce qui existait déjà et des lois qu'on a déjà passées? La France n'est pas chiche en la matière. Merci beaucoup, Christophe et tous et toutes pour cette invitation. Alors, je vais répondre un peu de la même manière que Virginie, mais pas avec les mêmes angles. Reprenons l'histoire de ce projet de loi. D'abord, c'est un projet qui vient du ministre de l'Intérieur et il est un peu rectifié par la Première ministre qui lui dit non, il manque un volet, c'est trop au ministère de l'Intérieur, on va faire un petit volet, on va rééquilibrer avec un volet travail, intégration, etc. Et donc, c'est le volet métier en tension que l'on essaie de mettre en valeur dans le projet. Mais quand on regarde l'organisation que vient d'évoquer Virginie de l'État, toutes les dispositions métiers en tension n'ont pas besoin d'une nouvelle loi. Il y a déjà dans la loi existante tous les instruments pour déclarer que, par exemple, dans tel secteur, on va faciliter l'attribution de cartes de travail. Il y a absolument besoin, je dirais même qu'il peut y avoir un effet pervers de créer une catégorie métier en tension, c'est que les autres cartes vont être dévaluées ou dévalorisées. S'ils ne sont pas en tension, alors est-ce qu'on va encore les donner? Parce que c'est ça l'effet de créer, alors que c'est déjà possible de donner les cartes métiers en tension. Alors, après, donc, regardons maintenant la partie ministère de l'Intérieur. Alors moi, je vois quand même quelque chose de très grave et qui est pour moi assez trop peu évoqué, c'est la rupture avec un dispositif qui pouvait faire l'honneur de la France, qui était le dispositif de la procédure d'appel en cas de refus de demande d'asile, avec la présence d'un représentant ou d'une représentante du HCR dans la commission des recours, que beaucoup de gens, peut-être des universitaires, ont participé au titre de représentant du HCR. C'est absolument remarquable, ça permet, parce qu'on a supprimé la peine de mort en France, mais si on se trompe en renvoyant un demandeur d'asile dans un pays où il risque la mort, eh ben peut être une peine de mort. Donc il vaut mieux, dans ce genre de situation, décider à trois que tout seul. Et le dispositif qui est prévu, sauf s'il change, c'est que la règle, ça va être le juge unique, sauf quand il décide que c'est des cas compliqués. Ben moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire ça devrait être le juge collectif, sauf quand les cas sont définitivement très simples. Par exemple, si un Belge demande d'asile, évidemment, on ne va pas risque pas sa vie. Je veux dire, il y a des pays pour lesquels le retour n'est en rien risqué. Donc, je trouve que c'est extrêmement grave et je trouve que ça n'attire pas suffisamment l'attention pour l'instant publique, la remise en cause de la procédure, de l'appel en matière d'asile. Alors, qu'est-ce que ça cache? Ça cache un projet qui vient des bureaux du ministère de l'Intérieur, dont on voit bien, puisqu'il faut quand même se rappeler que jusqu'à Nicolas Sarkozy, la politique de l'immigration avait, je dirais, il y avait trois ministères compétents. Il y avait l'Intérieur, le Travail et les Affaires étrangères. Tout a été regroupé, et un peu la justice pour la nature, mais bon, tout a été regroupé au ministère de l'Intérieur. Ben, le résultat, c'est que le ministre de l'Intérieur est le nez sur le guidon des ordres qu'il donne de reconduite à la frontière ou d'expulsion, et qu'il n'a absolument pas la vision d'ensemble
du sujet. Et c'est un projet de loi qui montre qu'il n'y a pas de vision d'ensemble. Alors pourquoi? Je vais évoquer 2 points qui ont été évoqués par Virginie. D'abord parce que si on veut lutter contre l'immigration illégale, elle vient par terre de pays qui sont nos voisins et qui sont liés à nous par les accords de Schengen et les accords de Dublin, donc par une politique européenne, dont on ne voit absolument pas ni la mention, ni l'évaluation dans le projet de loi. On a l'impression qu'on décide tout seul, comme si, alors que c'est évidemment dans la coopération européenne que se gèrent les flux migratoires. Le deuxième sujet qui vient d'être évoqué par Virginie aussi, c'est les moyens. Je veux dire, les directions en charge de l'application de la politique d'immigration sont la direction de la réglementation dans les préfectures. Si ça vous est arrivé en ce moment de demander une carte d'identité et un passeport, vous savez dans quel état sont ces directions des réglementations. Les délais sont à des mois d'intervalle. C'est pire encore, bien sûr, pour des étrangers en situation régulière qui ont des besoins de renouvellement de leur papier. Bon. On a ajouté à ces directions de la réglementation la responsabilité démultipliée de la loi dite séparatiste, c'est-à-dire le contrôle des associations cultuelles. Et là, on leur rajoute la mise en œuvre de toutes les OQTF. C'est absolument insensé du point de vue de la mise en œuvre de la politique. Donc, je dirais que cette loi, ce projet de loi, me semble fait pour camoufler, d'abord, pour mettre en valeur le ministre de l'Intérieur, parce que chaque ministre de l'Intérieur veut sa loi, donc il y a eu la loi Collomb. Il y a maintenant, alors l'autre, il n'a pas eu le temps, Castaner, de faire la sienne. Bon, maintenant, il y a celui-là qui va en faire une pour ses ambitions futures. Bon, je pense qu'il y a cette dimension-là, mais moi, je m'interroge en ayant lu et en ayant vu ce qui s'est passé sur la pertinence de l'organisation gouvernementale et le fait que le ministère de l'Intérieur, de façon évidente, n'arrive pas à avoir la vision d'ensemble, parce que je n'ai pas évoqué le travail. Dans les métiers en tension, il y a le marché du travail, bon, vous êtes enseignant, il y a des étudiants qui ont parfois besoin de travailler quelques heures. Moi, je le vois à Nice. Bon, il n'y a pas de relation, par exemple, entre la fac et la direction, et les commerçants, par exemple. Alors, si on veut lutter contre l'immigration irrégulière, on peut essayer de voir si sur le marché du travail, de certains travaux suffisamment correctement payés, etc., il n'y a rien qui est fait de ce point de vue-là par le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas les moyens ni la vision d'ensemble pour gérer la politique de l'immigration. Donc, il y a un vrai problème, à mon avis, de coordination qui ne peut plus peut-être… En fait, ça sonne un peu, pour moi, comme l'échec de la politique de Sarkozy, enfin de la stratégie d'organisation du ministère par Sarkozy, enfin, du sujet de la politique par Sarkozy, de l'avoir tout regroupé au ministère de l'Intérieur. Oui, si je peux renchérir sur ce que vient de dire Patrick, je pense que Emmanuel Macron s'inspire beaucoup de Nicolas Sarkozy, y compris dans la rhétorique, hein. Donc là, on retrouve immigration subie, immigration choisie, c'est-à-dire que, sauf que dans le projet de loi, il y a surtout lutter contre l'immigration subie, on va dire, qui serait l'asile, l'immigration des indésirables, on va dire. Et puis l'immigration choisie, ça serait ces fameux métiers en tension ou les cadres de santé. Mais comme l'a dit Patrick, c'est vraiment pas un dispositif très clair qui sera de toute façon, qui est déjà dans la circulaire Valls, qui est déjà on aurait très bien pu, qu'il n'avait pas besoin d'une loi, j'ai envie de dire. Mais surtout, ce qu'a rappelé Patrick, c'est qu'effectivement, si on regarde dans la moyenne durée, le fait que le ministère de l'Intérieur, en fait, est monopolisé, donc depuis Sarkozy, ministre de l'Intérieur et président ensuite, ce qui était sur plusieurs ministères. On voit bien qu'au dernier moment, je suppose que c'est Elisabeth Borne ou le président qui a dit on va rajouter Olivier Dussopt, qui n'en avait peut-être pas assez des retraites. Donc on va l'ajouter, on va mettre ministère du Travail, mais en fait, en réalité, c'est très très peu dans le projet de loi, et y compris sur des sujets où en fait c'est pas vraiment le ministère du Travail qui a, dans les faits, dans la mise en œuvre en plus, la main, comme il l'avait dans l'après-guerre et jusqu'aux années 90 inclus.
Merci à tous les deux. Merci Patrick et Virginie, parce qu'on voit comment on commence à répondre à nos questions, hein. Pourquoi, pour qui? Clairement, la nécessité d'une telle loi est tout sauf évidente. Et quand on regarde le bricolage que vous décrivez, on arrive effectivement à des problèmes de faisabilité. Le principe de réalité n'a pas l'air d'avoir été pris en compte. Et puis, on peut faire de la sociologie politique et de la sociologie de la décision politique, en l'occurrence, d'une manière assez pertinente. Je Alors, vais juste rajouter une phrase, parce que j'ai publié il y a 2 ans les Lettres d'Amérique de Clémenceau, que vous n'avez probablement pas lu, qui étaient les articles qu'il a écrits quand il était journaliste aux États-Unis à 25 ans. Et il faisait de la sociologie politique. C'était incroyable. Il faisait des études sur les mouvements électoraux. Et je vais vous lire une phrase qui dit en 1916 « Inutile de demander une loi pour avoir l'air de vouloir faire ce qu'on aurait pu faire jusqu'à présent sans aucun texte nouveau. » Et je trouve que c'est un peu de la sociologie politique, voilà. bien sûr. Qui s'applique pas mal. On est politiste et on voit aussi combien les raisons politiques d'une loi peuvent surdéterminer l'ensemble et les dégâts collatéraux que ça peut avoir sont d'autant plus préoccupants. Alors, on a en quelque sorte comparé dans le temps en voyant la continuité qui va clairement de Sarkozy à Macron. En tout cas, c'est les deux pôles que vous avez évoqués jusqu'à présent. On va peut-être maintenant comparer dans l'espace et se dire, voilà, la France prend cette direction, cette loi s'inscrit dans une trajectoire qui a déjà quelques années. Comment cela se compare-t-il à ce qui se fait ailleurs? Ce qui se fait ailleurs chez nos voisins européens, et la dimension européenne du point de vue de l'Union européenne mérite d'être remise en avant, parce que comme vous le dites aussi, ce n'est pas une chose que le gouvernement fait dans ce projet. Et puis au-delà de nos voisins européens, on peut essayer de trouver des points de comparaison plus larges et se demander où on se situe, où la France se situe dans les débats sur l'immigration qui traversent bien des pays. Angeline, pourriez-vous lancer cette comparaison que l'on va essayer de poursuivre aussi loin qu'on peut avec les compétences que vous avez, toutes et tous? Je vous remercie. D'abord, je vous remercie pour cette invitation à venir commenter ce projet de loi avec un si beau panel. J'en suis très honorée. Bon, moi, j'irai dans le sens de ce qui vient d'être dit, à la fois du point de vue de la continuité de cette forme de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on annonce toujours une loi qui va contrôler l'immigration et gérer l'intégration. Mais en fait, la gestion de l'intégration, elle est subordonnée au projet de régulation, il ne faut pas s'y tromper. C'est vraiment la maîtrise des flux qu'on cherche. D'ailleurs, comme le rappelait Virginie Guiraudon en début de son intervention, elle disait que depuis le milieu des années 70, en fait, on a cette forme de binarité dans la loi qui est présentée. Et je me faisais la réflexion que dans les années 70, on espérait encore réduire les stocks, c'est-à-dire le nombre d'immigrés présents sur le sol français. Donc, on avait subordonné même une politique de retour. Là, maintenant, on n'a plus cette ambition. On essaie juste de réduire le nombre des arrivées parce que ça reste le chiffre le plus, peut-être le plus facile à évoquer. Donc, à montrer qu'il baisse, alors que, en fait, les migrations, c'est quand même un phénomène, c'est une dynamique mondiale et ce n'est pas un ensemble de législations qui vont venir contrer des projets qui relèvent autant de choix familiaux, des mutations du travail aussi, et évidemment des conflits. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une continuité et peu d'invention. D'un point de vue comparatif, moi, ce qui me frappe surtout, c'est à quel point, avec ce projet de loi, on a vraiment
une montée en puissance, voilà, de la politisation de l'immigration, c'est-à-dire que le sujet de l'immigration est davantage utilisé à des fins politiques, voire même électorales, pour s'engager dans un rapport de force politique, davantage qu'il s'agit vraiment de résoudre des problèmes qui éventuellement pourraient se poser. Je pense que la temporalité, effectivement, Patrick Weil le précisait, voilà, chacun des ministres de l'Intérieur veut avoir sa loi. Je pense que la temporalité de 1 an après les élections présidentielles est aussi extrêmement importante. Et pour moi, et c'est là peut-être le point comparatif que je voudrais faire avec éventuellement la Grande-Bretagne et même peut-être les États-Unis, c'est à quel point, devant l'émergence de ce parti autour d'Emmanuel Macron, où on a beaucoup dit qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite, on ne sait plus repérer la gauche et la droite, l'immigration est utilisée pour réarticuler ce clivage gauche-droite. Donc c'est beaucoup ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrivée, enfin en tout cas avec le type de campagne qu'a déployé Donald Trump dans sa première campagne, celle qu'il a gagnée. Et où on a de la même manière, voilà, des repères politiques qui sont à réinventer, et l'immigration sert à cela. Et là, on est aussi dans ce cas-là. Alors, à ceci près que, et là, je vais peut-être faire une comparaison avec la Grande-Bretagne, la manière dont le sujet de l'immigration est utilisé et à quel point il est fondé sur des analyses qui sont fausses, sur des visions fausses de ce que sont les réalités de l'immigration, des raisons pour lesquelles on immigre, ou des conditions dans lesquelles les immigrés se retrouvent dans chacun des pays, viennent orienter le débat. On l'a beaucoup dit, hein, c'est la perspective de sortir des obligations de l'Union européenne qui ont trait à l'immigration, qui ont fait que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Et à mon sens, c'est aussi sur des malentendus, des préjugés que sont formulés, que beaucoup d'éléments de cette politique et de cette loi sont avancés. Alors, ça a déjà été évoqué par Virginie Giraudon ou Patrick Weil, à quel point ça ne prend pas bien en compte les problèmes qui se posent. Moi, ce qui me frappe, notamment sur l'orientation gauche-droite, c'est cette question des métiers en tension, donc, et qui est perçue, enfin, qui est présentée pour tout le monde comme un cadeau à la gauche. La question des métiers en tension, c'est quand même venir surtout arranger peut-être certains secteurs d'activité, donc c'est quand même prendre en compte les besoins de l'économie française, à venir avoir, c'est même pas tant que ça dans l'intérêt des employés qui souvent sont d'ailleurs assez exploités dans ce type de travail. Donc c'est quelque chose qui est plutôt demandé pour les besoins de l'économie, mais c'est présenté comme faisant plaisir à la gauche, et donc du coup la droite le présente comme une politique de régularisation, hein. Alors on est quand même loin de la régularisation, et en plus qui va créer un appel d'air. Alors ça, l'argument de l'appel d'air, il me paraît extrêmement exagéré. Hein. Il suffit de... alors c'est peut-être parce que je travaille, je fais des entretiens avec des immigrés, des descendants d'immigrés, on voit les causes du départ sont bien loin. Hein. Vous imaginez bien que les immigrés se prennent à rêver de faire la plonge dans les restaurants parisiens à des horaires indus. Non, souvent, les immigrés, et c'est prouvé par les travaux de l'INED, sont diplômés, arrivent avec des diplômes, et s'ils font la plonge dans les restaurants, c'est bien parce qu'ils n'ont pas pu trouver autre chose. Et parfois, ils sont partis, non pas parce qu'on leur a dit il y aura des places pour être plongeurs dans les restaurants de Paris, mais bien parce qu'il fallait envoyer de l'argent pour faire vivre peut-être une fratrie dans le pays d'origine, ou évidemment fuir un conflit ou des orientations politiques qui n'étaient pas bienvenues dans leur pays. Donc, je trouve que c'est une mauvaise lecture de ce que sont les causes de l'immigration et ce que le vécu ensuite de la trajectoire des immigrés. Et
Je pense que le problème de la conséquence de cette politisation excessive, c'est que ça risque de ne pas traiter les problèmes, de ne pas fluidifier la situation, et donc on va de plus en plus avoir d'autres problèmes qui vont émerger et être une course peut-être à la politique. Donc peut-être pour revenir à la comparaison initiale que je faisais notamment avec la Grande-Bretagne, on a vu que la sortie de l'Union européenne, finalement, n'apparaît pas comme si la bonne affaire que ça pour les citoyens britanniques. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un coût à payer à politiser excessivement l'immigration pour des raisons tout simplement de bonne santé de notre économie. Merci beaucoup, Angeline. Nous reviendrons sur les autres modèles qu'on peut continuer d'explorer à titre comparatif, mais vous avez déjà traversé la Méditerranée en quelque sorte en braquant le projecteur sur quelque chose de très important qu'on évoque très rarement, les causes, les raisons pour lesquelles on migre. Et je voudrais qu'on reste de ce côté de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, avec Mehdi pour décaler le regard en quelque sorte et lui demander comment ce débat, comment cette loi, ce projet de loi sont vus, vécus. Et ce n'est pas seulement du point de vue, je dirais, législatif, mais là on est dans de la politique. Comment ça s'inscrit dans la politique franco-marocaine ou plus largement entre la France et les pays du Maghreb. Et Mehdi, vous êtes mieux placé que quiconque pour nous éclairer sur ce point. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'en suis aussi honoré, c'est un plaisir. Et puis surtout, de pouvoir partager aussi au-delà de débats franco-français, c'est important. Mais juste avant de répondre à votre question, je pense que pour revenir dans le débat franco-français, il y a un des éléments que n'ont pas soulevé mes collègues et qui me semble très problématique, parce que c'est encore un coup de canif dans une ancienne tradition française et qui est aussi regardée de ce côté de la Méditerranée et dans beaucoup de pays, qui est celui de la responsabilité sociale, le fait que des personnes qui ont une durée de vie importante dans un pays ou qui y ont grandi ont des droits peut-être plus importants tout en n'étant pas citoyens. Et si on regarde bien au titre 2 de ce projet de loi, qui s'appelle « Améliorer le dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace pour l'ordre public », on a la volonté de lever les protections contre l'éloignement qui existaient auparavant, par exemple pour les personnes mariées avec un ou une citoyenne française depuis au moins 3 ans, pour les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans, et aussi pour les personnes ayant vécu plus de 10 ans sans discontinuité sur le territoire français. En fait, on retrouve un vieux thème qui remonte bien avant Sarkozy, celui de la double peine. Double peine dans laquelle, si je me souviens bien, le président de la République François Mitterrand s'était engagé à lever, qui n'a jamais été levé. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup ici au Maroc, en Algérie. Enfin, moi, je suis au Maroc, mais je parle aussi pour les compatriotes algériens ou tunisiens, parce que en fait, on a vu beaucoup de gens cassés, brisés, qui ont grandi en France et qui, pour des délits, des fois même mineurs, sont trouvés expulsés. Ici, vraiment, il y a une volonté très, très claire. C'est pour ça que ça a très bien été dit par mes collègues. C'est comme une loi d'un ministre de l'Intérieur. Qui, on ne sait pas par moment si c'est une directive ministérielle ou une loi par certains aspects, et qui veut se faciliter le travail, notamment de l'éloignement. On retrouve les choses anciennes depuis la double peine jusqu'à, bien sûr, tout ce qui est sujet d'éloignement avec Nicolas Sarkozy, qui en avait fait un peu un fer de lance, de dire on va éliminer, on va éloigner toutes ces personnes qui posent problème. Or, en fait, du point de vue des citoyens maghrébins, quand ça concerne finalement, les personnes qu'on veut éloigner sont majoritairement des gens qui ne sont pas reconnus complètement comme étant des gens d'ici, en tout cas des gens de la société marocaine, algérienne, tunisienne, etc. Et que donc, quelque part, ils ont peut-être commis des crimes, et des crimes graves, mais ils l'ont fait dans des contextes sociaux dans lesquels il y a une forme de responsabilité sociale du pays où ils sont. On ne parle pas de personnes qui arriveraient depuis quelques mois ou
quelques années et qui commettent des délits, etc. On parle de gens qui sont installés de longue date. Et d'ailleurs, mon pays, le Maroc, à travers ses consulats, c'est quelque chose qui a très bien été observé par notre collègue Nora El-Kadim de Paris 8, qui montrait bien combien il y avait une forme de, même s'il y a une asymétrie de pouvoir, il y avait des résistances des autorités marocaines de délivrer des autorisations consulaires pour expulser des personnes lorsqu'elles estimaient que c'était quelqu'un qui avait une durée de vie tellement longue en France qu'on ne peut pas l'expulser comme ça. Et donc là, ici, il y a une actualité aussi, celle du ministre de l'Intérieur de la République française, qui s'est engagé, et le président lui-même, hein, Emmanuel Macron, a augmenté de manière complètement disproportionnée, hein, les chiffres sont fous, sont bien au-delà de ce qui se fait dans n'importe quel pays européen, d'augmenter en fait les expulsions. Et quand on regarde les citoyens qu'ils veulent expulser, ce sont tout le temps quand même, ou majoritairement, pas tout le temps, pardon, mais majoritairement des citoyens maghrébins, à se demander s'il n'y a pas une obsession, une sorte de maghrébophobie française, bon, peut-être islamophobie, je ne sais pas, le terme, je laisse libre ouvert au débat, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'OQTF et ce sont des décisions souvent prises rapidement, notamment par les préfectures. On demande au préfet de les augmenter et là, on veut réduire les délais, on veut empêcher les gens de faire appel, que ce soit après l'asile, comme l'a si bien soulevé professeur Veil, ou que ce soit après on rejette la demande d'asile, ou que ce soit après une OQTF pour un délit ou pour autre raison, on va diminuer, c'est toujours dans le même titre 2 de cette loi, il y a plusieurs chapitres, on va non seulement ne plus protéger ceux qui étaient protégés auparavant contre l'expulsion, mais en plus on va diminuer les délais, ce qui vraiment pose souci, surtout dans la faisabilité, parce qu'on ne peut pas expulser les gens en les jetant en mer, il faut bien les amener à bon port dans un pays, et on ne peut pas les amener contre la volonté de ce pays-là. Et donc ici, du point de vue marocain, c'est pour répondre à votre question, et c'est ce que j'entends et je lis dans la presse ou chez certains collègues algériens ou tunisiens, on a l'impression qu'il y a une obsession de la présidence française actuelle des pays du Maghreb, des ressortissants maghrébins qu'on veut expulser, et il y a une sorte de tension, de jeu diplomatique, une forme d'instrumentalisation de cette question, par exemple avec la fameuse décision de manière unilatérale de diminuer le nombre de visas aux pays qui ne réadmettraient pas leurs ressortissants. Alors ça pose tout un ensemble de soucis parce que ça touche directement le corps de la société. Évidemment, s'il y a une déresponsabilité de la société française ici, il ne faut pas qu'il y ait non plus une déresponsabilité des sociétés maghrébines. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Lorsqu'il y a responsabilité à prendre, il faut aussi savoir le faire. Sauf que lorsqu'on enlève le droit de visite à une grand-mère qui veut aller voir sa fille, qui va donner naissance à un enfant, ça pose un problème d'humiliation déjà de cette personne qui n'a pas son visa pour un problème diplomatique, mais ça pose aussi la question de sous-catégories de citoyens qui, parce qu'ils sont d'origine maghrébine, voient des membres de leur famille interdits de court séjour, même pour des décisions, enfin pour des moments importants, le mariage, la naissance, la diplomation, etc. Ici, il y a vraiment une instrumentalisation très très forte qui a été faite par le ministère de l'Intérieur et par le gouvernement français en général vis-à-vis des pays du Maghreb sur un marchandage visa contre réadmission et avec des chiffres de réadmission qui dépassent l'entendement, qu'on ne peut même pas, qui coûterait très cher d'ailleurs, qu'on ne pourrait même pas mettre en œuvre si on le mettait en œuvre. Donc, c'est vraiment les deux mots qui me viennent en tête, déresponsabilité et instrumentalisation. C'est un peu les deux nerfs de la guerre de cette politisation. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette analyse qui, en un sens, nous maintient dans la comparaison parce que, vous le dites, la France est plus dure que bien des pays européens et d'ailleurs représente une proportion très importante du pourcentage d'expulsion à l'échelle européenne. Donc, on est là dans le droit fil de ce que nous avons vu jusque-là et dans finalement le même contexte de politisation. Alors, nous sommes à mi-parcours de notre webinaire et j'invite tous ceux qui ont des questions à poser à surtout nous les envoyer
ne serait-ce qu'en utilisant la boîte QR. Moi, je me contenterais de lancer la discussion en revenant sur cette question de la politisation, parce que Angéline l'a abordé, hein, en disant l'immigration est utilisée pour réactiver le clivage gauche-droite. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a l'air de très bien se porter à travers le monde. Et néanmoins, il y a un paradoxe a priori, parce que le titre même de la loi, du projet, veut en quelque sorte illustrer le en même temps. On fait quelque chose qui se veut pour l'intégration et quelque chose qui se veut pour, en quelque sorte, la lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que, et là vraiment c'est à chacun d'entre vous que je pose la question, est-ce qu'il y a une espèce de dérive et que en même temps il n'est pas du tout symétrique, il n'est pas du tout équilibré? Et est-ce qu'on y voit dans ce projet de loi du coup un glissement, pour ne pas dire un dérapage, vers la droite? Et si oui, quelle majorité peut-on trouver sur un projet de loi comme celui-ci? Et si en trouver une se révèle difficile, quelle sorte d'aménagement, parce qu'il va y avoir un débat parlementaire, hein, cette loi va peut-être être tout de même amendée, on peut envisager, là on fait œuvre utile a priori, hein, on ne fait pas qu'informer, on fait aussi de l'aide à la décision, donc surtout ne vous censurez pas, et peut-être que vous pouvez chacun essayer de répondre à cette question et puis dire tout ce que vous auriez aimé ajouter dans le quart d'heure qui vient avant que l'on prenne les questions de nos collègues qui sont en ligne. Oui, je voudrais juste revenir quand il y a la France est plus dure. En fait, je pense que c'est beaucoup plus complexe, hein, la situation européenne. Alors, on a évoqué la Grande-Bretagne, où alors il y a effectivement beaucoup de gens qui veulent aller en Grande-Bretagne, y compris pour y travailler et pour retrouver des membres de leur famille ou de leur communauté. La politique en Grande-Bretagne, elle est depuis Theresa May, hein, où il y avait quand même, c'était très. Alors, on a parlé du Brexit avec ce slogan qui était Take Back Control, mais quand Theresa May était ministre de l'Intérieur, le nom de sa politique, c'était To make a hostile environment, un environnement hostile, hein. C'était vraiment de rendre la vie impossible. Il y a les pays du Nord, par exemple, hein, où les partis populistes, les partis d'extrême droite ont eu aussi des succès électoraux, où on retrouve des dispositions, comme d'ailleurs ça a été évoqué en Grande-Bretagne, c'est-à-dire de ne plus avoir de demandeurs d'asile dans le pays, mais que ça soit traité par le Rwanda ou ailleurs, ou dans des centres de débarquement. Donc on parle aussi beaucoup évidemment des pays de Visegrad, mais on en parle beaucoup, mais eux, ils ont en fait évidemment plus d'émigrés et de gens qui font d'ailleurs, qui creusent leur déficit démographique que d'immigrés. Mais donc là, je pense que la caractéristique de la France, c'est pas d'être plus dur ou moins dur, c'est un autre. Là, on est dans un jeu politique très particulier que vous avez évoqué, c'est-à-dire effectivement ce en même temps où le jeu va être de dire voilà, on s'est débarrassé de la gauche pendant le premier quinquennat, là on va mettre les républicains au pied, je ne sais pas, dans une situation un peu compliquée, en leur offrant une loi peut-être où justement ils devraient approuver. Mais dans le précédent quinquennat, le président Macron, qui s'intéresse très peu à ces questions-là, il faut bien le dire, avait délégué d'abord à Collomb, qui était un vieil ami, un vieux, comment dire, un de ses premiers soutiens, cette question-là. Après, il a nommé effectivement avec Darmanin quelqu'un qui était à droite. Donc, ça a toujours été considéré comme un des pieds, voilà, le pied droit. Ça n'a jamais été un pied centriste ou un pied de gauche. Donc là, c'est juste plus affirmé dans le titre de la loi. Après, à voir si c'était vraiment opportun d'en faire un enjeu, parce qu'à partir du moment où c'est une loi, il y aura une couverture médiatique, il y aura des débats au Parlement. Donc on est dans la sphère
communicative, comme pour reprendre, enfin, on n'est pas dans des débats uniquement techniques, hein, qui ont beaucoup d'incidence pour les personnes, pour les migrants, pour les personnes immigrées. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire un enjeu. Est-ce que c'est vraiment opportun? Je laisse mes collègues répondre à cette question et je suis sûre que Patrick a une idée sur la question parce qu'il a commencé un peu à répondre au début du séminaire. Je voudrais faire deux remarques. En fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Angéline sur l'identification et, je dirais, à l'immigration des deux ailes du macronisme, ce qui rend l'affaire un peu compliquée. Parce que si vous regardez, par exemple, le gars excusez-moi, je dis le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Houllier. Alors, M. Houllier a déclaré qu'il était pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'était le truc que le Parti socialiste mettait dans sa plateforme pour apparaître encore à gauche quand il avait viré à droite sur tous les autres sujets. Et lui, comme c'est un ancien socialiste, hop, il reprend le truc des socialistes. Et il a interpellé récemment la gauche parlementaire en disant « Comment vous pouvez ne pas voter ce projet alors qu'il y a les métiers en tension ?» Mais les métiers en tension, il suffit qu'il y ait une circulaire Darmanin qui remplace la circulaire Valls s'il devrait interpeller le gouvernement. Il n'a pas besoin c'est pas la gauche, ça n'a rien de gauche en plus, etc. Bon, je veux dire que... mais on voit bien que l'intervention de Mme Borne, c'était pour dire « Je ne peux pas, moi qui viens de la gauche aussi, laisser passer ce projet ». Donc, en réalité, je pense que oui, ça a été fait pour piéger, mais ça peut se piéger les En Marche entre eux, si vous voulez. Parce qu'en réalité, il y a une partie des En Marche qui restent, qui se disent encore de gauche, dans la seule identité, c'est le sujet de l'immigration. Donc en réalité, si tout d'un coup, il apparaît que la partie, entre guillemets, gauche du projet est complètement bidon, ça va rendre, et que c'est, comme le disait Mehdi, la suppression de la protection, le rétablissement de la double peine qui avait été protégé par Sarkozy, même pas par la gauche. Donc, si vous voulez, ça va peut-être, en fait, c'est pas les LR qui vont être mis en difficulté parce qu'ils vont en rajouter, ils vont faire leur projet au Sénat, s'ils acceptent de le faire, ce qui n'est pas sûr. Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Sur la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, c'est un sujet très intéressant. Parce que d'abord, quand vous regardez, par exemple, la dénaturalisation, dont on a bien vu avec la tentative de Hollande, je dirais aujourd'hui les grandes démocraties ont beaucoup de mal à faire des déchéances de nationalité, sauf le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait plus de déchéances de la nationalité depuis une vingtaine d'années, depuis Tony Blair en réalité, que toutes les démocraties occidentales réunies. Donc pour ce qui est de la douceur, excusez-moi, enlever, Mehdi, je m'adresse à vous, enlever la nationalité, c'est-à-dire pas le titre de séjour. La nationalité pour faire des expulsions, c'est un acte beaucoup plus puissant et je dirais que la suppression de la protection contre la double peine. Deuxième remarque que je voudrais faire. Ce qui est intéressant, c'est sur le vote pour le Brexit. Mais ce n'était pas lié à l'Union européenne, c'était lié à l'utilisation, en tout cas, si on considère qu'il y a eu un impact de l'arrivée en Angleterre sur le marché du travail des citoyens, nouvellement citoyens de l'Union européenne, d'Europe de l'Est et d'Europe du Centre, c'est parce que Blair a anticipé les délais de la libre circulation. Il n'avait aucune obligation par l'Union européenne, comme il y avait eu pour l'Espagne et le Portugal une phase de transition que la France a fait respecter jusqu'à la dernière limite avant d'autoriser la migration libre des Espagnols et des Portugais. Les Anglais se sont dit, je pense, faisons venir des Européens blancs du centre et de l'est de l'Europe et chrétiens, comme ça va bloquer les autres et ça va nous... Voilà. Et bien le résultat, ça a été que le plombier polonais, vous vous souvenez des débats sur c'était lié à ce qui s'était passé en Angleterre, mais ce n'était pas lié à la politique européenne, c'était lié à la manipulation, à l'utilisation par le gouvernement Blair d'un dispositif qui n'était pas du tout contraignant de ce point de vue-là. Donc je voulais quand même le remarquer parce que il est probable que ça ait eu un impact sur le vote et que les gens ont cru que c'était l'Union européenne qui avait imposé la libre circulation de la main-d'œuvre venue d'Europe de l'Est, mais ce n'était pas du tout ce qui s'était passé.
Merci, Et Patrick. juste, Mehdi, vous voulez oui. intervenir? Comme je l'étais interpellé, mais très rapidement, évidemment, sur tout un ensemble d'aspects et dans le temps historique contemporain, long, les différents dispositifs réglementaires d'entrée, de séjour et de sortie du territoire national français sont parmi, bien sûr, ont une forme de générosité importante. Et si on la compare, par exemple, avec la loi 0203 qui régit les mêmes choses au Maroc, il y a bien plus de dispositifs protecteurs dans la loi française, fût-elle celle-ci, que d'autres. Par contre, c'est là où je mets un bémol, c'est qu'il y a une obsession française et typiquement française parce que, de produire des obligations à quitter le territoire national, les fameuses OQTF. D'accord, la France en produit 4-5 fois plus que n'importe quel pays européen. Et ce n'est pas récent. Si on regarde dans les 15 dernières années, on est entre 60 000 et 100 000, c'est énorme, imaginez-vous, 100 000 demandes d'expulsion chaque année que la France produit. Et quand on regarde et ça dépasse les 100 000, hein, l'année dernière, ça a dépassé les 100 000 pour la France, lorsqu'on regarde les nationalités de ceux qu'on expulse, on trouve une surreprésentation, et même toute catégorie d'étrangers comparés, une surreprésentation des nationalités des pays du Maghreb. Et en plus de cela, une surreprésentation de gens qui ont en fait une durée de vie très importante en France et des attaches, voire qui sont arrivés enfants, typiquement dans le regroupement familial, qui sont arrivés avec leurs parents, mais qui avaient des fois 14 ans, 15 ans et qui ont grandi en France et qui se trouvent dans cette situation-là. Donc, c'était de ce point de vue-là ce que je dénonçais, parce qu'il y avait quand même comment dire, dans cette loi, on va plus loin encore, une sorte de fuite en avant dans cette idée que la France n'est absolument pas responsable des problèmes sociaux qui s'y déroulent et des violences qui sont inhérentes parfois à ces problèmes sociaux, et que finalement des sociétés d'origine parfois lointaines doivent reprendre le ressortissant coûte que coûte. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose d'assez dur, et en tout cas, c'est ce qui fait le débat principal dans les pays du Maghreb par rapport à ce projet de loi ou de la politique actuelle française. Merci beaucoup pour ce témoignage. On termine le tour de table avant d'ouvrir les questions, car elles s'accumulent dans la boîte questions-réponses et par un élève. Pardon, excusez-moi, je tousse un peu. Oui, non, deux points sur lesquels je voulais revenir. Le premier point, c'est un peu sur peut-être le pronostic. Comment cette loi va être votée, donc en tout cas, va se positionner en tout cas sur ce fameux clivage gauche-droite. Et c'est vrai que je voudrais aller dans le sens de ce que disait Patrick Weil, que cette question des métiers en tension, si c'est pour attirer la gauche, c'est quand même un petit peu bidon. Non, soyons bien clairs, c'est-à-dire que la loi, le projet de loi tel qu'on le voit aujourd'hui, il reste un projet de loi restrictif, voire répressif, hein, puisqu'il y a une criminalisation aussi, en tout cas une vision qui criminalise les immigrés. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je soulignais que c'était quand même un petit peu malheureux que cette question des métiers, de cette création des métiers en tension soit présentée comme un cadeau à la gauche, parce que je ne vois pas vraiment comment ça peut l'être. Ça, c'est le premier point, il me semble. Et puis, lié à ce point, il y a le fait que c'est la question des moyens. Moi, j'ai été frappée de voir, bon, c'est encore un projet de loi, il va peut-être y avoir des amendements, évidemment, mais j'ai été frappée du diagnostic qui est fait de la situation de l'Ocean Viking, qu'a aussi relevé Virginie Guiraudon dans sa présentation. Donc, voilà, ce bateau est arrivé, il a fallu traiter ces demandes rapidement. On a été donc surmené, sous l'eau, c'est le cas de le dire. Et la solution qui est proposée, c'est d'étendre de 48 heures à 8 jours la possibilité de garder ces personnes. Mais pas, par exemple, de multiplier les moyens en personnel pour traiter leurs demandes. Alors, on va les garder 8 jours, mais ce n'est pas la même chose de garder quelqu'un 24 heures, 48 heures, puis le garder 8 jours. Ça veut dire qu'il faut prévoir un hébergement, enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je trouve qu'il y a une manière d'éviter
de mettre des moyens dans une politique qui, très concrètement, on a besoin. On a besoin de plus de personnel. Ce qui était mentionné aussi sur la CNDA, pourquoi on réduit à un juge? Parce que ça prend moins de personnel aussi. Et effectivement, le renouvellement des titres de séjour, pourquoi il y a beaucoup de personnes dans l'illégalité? C'est parce que les délais pour obtenir un rendez-vous en préfecture et renouveler ces papiers sont de plus en plus longs. Et que quand on est employé légalement, par exemple, moi, dans un de mes entretiens, j'ai rencontré une immigrée qui était employée par une plateforme de services à domicile. Elle n'a pas eu son rendez-vous dans les temps. La plateforme n'emploie pas des personnes en statut illégal. Elle a perdu son travail pendant le temps qu'elle n'avait pas le rendez-vous. Alors, si elle ne peut plus payer son loyer, vous voyez comment on rentre très facilement dans une situation de précarité qui ne l'était pas au départ. Donc là, il y a un refus de faire face au fait il faut plus de moyens pour régler ces problèmes plutôt que allonger des périodes pour interroger traiter les cas de chacun. Donc voilà, c'était les 2 points que je voulais mentionner. Plutôt à droite, une loi plutôt à droite, je pense, et un manque de moyens qui n'est pas assez pris de front. Merci beaucoup. Alors, nous avons dans la boîte questions-réponses une dizaine de questions, qui est d'ailleurs proportionnelle au nombre de personnes qui nous suivent ce soir, signe qu'il y a un intérêt très fort pour ces sujets. La première question de Denis Viennot est très courte, technique, mais importante. Précisez, s'il vous plaît, la rupture d'appel. Je crois que c'est Patrick qui avait évoqué ce point, le fait qu'on ne puisse plus faire appel dans les cas… On peut faire appel, mais devant un juge unique. Et un juge unique, devant des situations, que faire par rapport à telle personne qui… Voilà. Peux-tu dire ce qui fonctionne en ce moment? La différence est de quel ordre? Aujourd'hui, ça fonctionne comment? Aujourd'hui, quand l'OFPRA rejette une demande, on peut faire appel devant ce qu'on appelle, alors ça a changé de nom, c'est la commission… Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin moi j'appelle ça… Les recours. La commission des recours, ça ne s'appelle plus la commission des recours, bon, la Cour nationale du droit d'asile. C'est tout ça est géré par le Conseil d'État. Il y a un juge professionnel ou une juge, et il y a un représentant de l'administration et un représentant UHCR. Alors, j'ai lu vite, mais j'ai craint que le juge qui reste ce soit le représentant de l'administration. J'espère que j'ai mal lu. Non, vous avez très bien lu. Vous avez bien lu. Vous avez bien lu et je pense que c'est dramatique. Et je pense que la présence du HCR, le HCR, ce ne sont pas des gauchistes. La Convention de Genève a des règles très précises, et d'ailleurs elle est attaquée parce qu'elle est très restrictive, etc. Mais ça donne un professionnalisme et c'est remarquable, comme on est le seul pays à avoir fait ça, comme Angélie l'a aussi dit, il suffit de mettre des moyens. Et tout a été dit dans un rapport fait par M. Dopfer, qui était directeur de l'OFPRA, sous M. Rocard. Il ne faut pas changer la protection juridique, il faut multiplier les moyens. Parce que quand vous prenez une décision rapide, vous protégez plus vite ceux qui ont le droit de l'être, c'est-à-dire personne qui a besoin d'être protégée, et vous dissuadez l'abus de la procédure à ceux qui n'ont pas, qui l'utilisent pour rester en situation semi-régulière. Bon. Donc tout ça est connu et ça n'a jamais entraîné les mesures de mise en œuvre qui auraient dû être prises depuis des dizaines d'années. Voilà. C'est terrible. Rien n'a changé et maintenant on brise ce qu'on a. Et ça, même aucun gouvernement de droite ne l'avait fait, de supprimer la protection de l'appel collectif. C'est une rupture très importante par rapport sur l'asile. Oui. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est-à-dire que c'est l'européisation par le moindre disant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sur certains points, le droit européen permet de choisir, j'ai envie de dire, de faire mieux ou moins bien. Et par exemple, sur les durées de rétention, quand il y a eu les premières directives européennes, en France, on était plutôt un pays où la durée de rétention était assez faible. Il y avait des pays où il n'y avait même pas de durée maximale, comme au Royaume-Uni, qui était encore dans le voilà, oui.
Et là, maintenant, on est plutôt dans cette coopération, parce qu'il y a beaucoup de coopération, ce que j'ai appelé européanisation horizontale, c'est-à-dire que c'est vraiment des contacts. Et là, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus justement de systèmes où il y a moins de protection. Ouais. Et donc, d'un système, comme disait Patrick, qui était assez spécifique à la France, où on va dire, bah, regardez, les autres, ils mettent moins de moyens. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'asile, il y a beaucoup d'autres choses dans la loi qui paraissent techniques, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire, on va faire de la visioconférence, on va, pour les expulsions, ou on va régionaliser l'asile, donc il y aura voilà, il y aura des espèces de référents un petit peu partout. Ça a l'air technique, mais ça a forcément des conséquences, pardon. Je dis conférence, je pense à la visioconférence, ça se fait aux États-Unis depuis longtemps. Vous imaginez un juge en conférence et qui doit examiner comme ça les appels à la chaîne, ben oui, non, c'est pas la même chose qu'une audition en bonne et due forme. Donc il faut aussi se méfier de choses qui ont l'air vraiment de détails comme ça, mais qui ont en fait qui auront un impact clairement sur le traitement des personnes. Ouais. Et rappelons, sauf erreur de ma part, que l'OFPRA est passé sous la tutelle principale du ministère de l'Intérieur, sous Sarkozy précisément. Et là, on retrouve une forme de jalon dans la trajectoire que nous décrivons, que vous décrivez. Alors, la question suivante est beaucoup plus vaste, mais il faut aussi traiter de vastes sujets. C'est Fabienne Angène qui la pose. Finalement, si nous voulons des lois sur l'immigration juste, ne faut-il pas une vraie discussion au niveau européen et des lois européennes pour un accueil avec des règles humaines et qui favorisent une véritable hospitalité bien répartie en Europe? Alors, l'européanisation, justement, est-ce qu'elle va dans ce sens nécessairement? Et je crois que c'est intéressant qu'on reste à ce niveau. Est-ce que ce serait une façon d'humaniser que d'européaniser nos législations sur l'immigration? Du point de vue du Maghreb, pas vraiment. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas avec qui on parle, puisqu'on trouve des nations seules face à un ensemble de nations. Et donc, il y a tout un ensemble d'incohérences, puisque les pays européens ne sont pas au même stade de demande. Par exemple, en ce moment, alors qu'il y a ce projet de loi en France, les Allemands sont en train de préparer, ils ne sont pas aussi avancés que le projet qui va être présenté, un nouveau projet de loi qui va complètement révolutionner la manière de… Enfin, ça va être une nouvelle politique migratoire beaucoup plus ouverte, pas de carte de séjour contre une bonne connaissance de l'allemand, alors que la question de l'assimilation en Allemagne, hein, du droit du sang, comme on disait à l'époque, notamment lié au fait d'avoir des grands-parents de langue et de culture germanique, était essentiel. D'un coup, ça vole en éclats. Donc, du coup, les Allemands, et on l'a vu, vont augmenter le nombre de migrants. Les gens vont peut-être arriver avec des visas Schengen, là où d'autres pays veulent diminuer le nombre de migrants. Donc, on ne va jamais y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que comme on n'y arrive pas, il y a une pression très forte sur Bruxelles pour en fait délivrer le moins possible de visas ou le conditionner à un ensemble de choses de plus en plus complètement, des fois même kafkaïen pour les citoyens de la rive sud méditerranéenne et au-delà du continent africain et d'autres pays. Ce qui fait que en fait, c'est comme on nivelle par le bas. C'est-à-dire que quand on n'est pas européen, l'européanisation, c'est un nivellement par le bas. Donc, voilà, on préfère des relations bilatérales, sauf si un jour on a les États-Unis d'Europe. À ce moment-là, peut-être que ce serait autrement. Oui, c'est effectivement, je pense, ce que Fabienne Angèle avait en tête lorsqu'elle parlait d'européanisation, mais évidemment, on en est très loin. Et ce que vous nous dites du projet de loi allemand est très intéressant parce qu'on voit effectivement des contrastes entre voisins européens qui posent des problèmes de cohérence. Et je crois qu'on aura intérêt à faire aussi un webinaire sur le projet de loi allemand quand il sera en discussion, parce que là, la comparaison est forcément très intéressante. Charlotte Epstein pose à son tour une question longue et des plus importantes. Le projet de loi paraît d'autant plus étonnant après que Le Monde de ce week-end a signalé une hausse historique de l'immigration au travail, pointant une augmentation de 17% de titres de séjour
accordés par rapport à 2021 et 29% des régularisations des sans-papiers. Ces chiffres étaient connus, puisqu'a priori ils sont issus du même ministère, au moment du développement de cette loi. Si l'intervenant pouvait commenter le rapport entre ces deux développements, 3 petits points. Alors, si je peux commencer, je suis pas là, mais ça permet de voir comment les chiffres sont utilisés par le ministre de l'Intérieur et dans les argumentaires. Donc là, il compare à 2021, et justement dans le projet de loi, il explique comme la dernière loi, donc déjà sous Macron de 2018, a été formidable, il y a plus de gens qui demandent cette carte de séjour talent et on va juste en continuer. Donc là, le chiffre est utilisé pour dire oui, il y a une augmentation, mais c'est une bonne chose. Quand on veut montrer qu'il y a un problème, on prend par exemple sur l'asile, on prend les chiffres de 2010 en disant par rapport à 2010, il y a plus de demandes d'asile. Alors, sans parler du fait qu'il y a un certain nombre de chiffres, par contre, qui ne sont pas donnés par le ministère de l'Intérieur pour des raisons, des fois aussi politiciennes. Par exemple, on a parlé des OQTF, le ministre de l'Intérieur ne dit pas sur les OQTF combien ont été exécutés, parce que ça, pour le coup, ça faudrait peut-être trop plaisir à ceux qui disent que, ben, justement, voilà, regardez, enfin, je pense plutôt au Rassemblement national et à ce genre de parti. Donc, vraiment, les chiffres, typiquement, qui les produit, on sait à peu près qui les produit, mais surtout les comparaisons. Est-ce qu'on compare par rapport à avant le Covid, à l'année dernière, à il y a 10 ans, à il y a 20 ans? C'est dans leur argumentaire. Donc, malheureusement, je pense que ce n'est pas spécifique à l'immigration, mais cette utilisation des chiffres. Alors maintenant, il y a à l'ICEM, on a une association qui a été créée en 2020 qui s'appelle Desinfox Migration, qui essaie de faire ce travail-là avec les journalistes pour essayer de décrypter les chiffres. Nous, en tant que chercheurs, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est souvent, c'est un petit peu la tarte à la crème, quoi, avec quel chiffre. Donc oui, il y a plus une augmentation de 17%, c'est pas non plus un chiffre. Non, mais là, il est positif. C'est-à-dire pour dire, voilà, on a déjà commencé avec et puis voilà, on va juste continuer un peu plus avec la loi. Oui, Angèle. Oui, je voulais ajouter, parce que je l'ai évoqué au début de mon intervention, je disais que on avait essayé de faire baisser les chiffres en stock, comme on dit, les immigrés qui arrivent dans les années 70, bon, on avait bien compris que ça ne marchait pas. Donc maintenant, on essaie de faire baisser les chiffres en flux. Puis vous avez vu comme on parle de chiffres, bon, c'est très peu, hein, c'est sûr, enfin c'est très peu. Oui, c'est sur 90 000, 100 000. Alors forcément, il y en a 10 000 de plus qui arrivent. Hop, on a une hausse de 10%, parce que le chiffre est quand même assez faible. Hein. C'est aussi pour ça, mais on va le formuler en pourcentage plutôt qu'en individu pour que ça marque plus les esprits. De ce point de vue, il y a aussi, puisque les articles du Monde étaient mentionnés, il y a aussi eu un article de François Héran en novembre, quand on a commencé à parler de la loi, qui revient effectivement sur ces chiffres qui montrent à quel point on accepte peu, on donne peu l'asile en France par rapport à d'autres pays, qu'on reste dans des proportions très, très faibles. Il faut aussi penser que ce sont des procédures qui sont très longues. Donc, en fait, ces titres de séjour pour travail qui ont été donnés, c'est peut-être des gens, vous avez vu, il faut qu'ils prouvent des années de travail, de fiches de paye. Donc, en fait, ce n'est pas des gens qui sont arrivés l'année dernière et qu'on a régularisé, c'est des gens qui sont là depuis 5-6 ans et leur démarche est enfin aboutie. Donc, il faut vraiment remettre ça en perspective, mais ça fait partie du jeu de cette loi. Hein, vraiment en termes de jeu politique, de combat politique, de rapport de force, que d'agiter ces chiffres. Hein. Je pense que c'est aussi, on pourrait être complètement, je sais pas, nihiliste, de dire que c'est aussi le succès, comment dire, c'est ça qui a fait qu'elle est populaire, cette question de l'immigration, c'est parce qu'on peut l'évaluer en chiffres. Hein. Vous vous souvenez, comme quand il y a eu le Covid, tout d'un coup, on a découvert ce que c'était que les chiffres de la contagion. Voilà, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est une politique dont on peut parler en chiffres. Alors, voilà, on va pouvoir. Or, en fait, ces chiffres disent très peu des situations qu'on rencontre. Donc, voilà, je voulais attirer l'attention sur ces chiffres, très prendre à la pincette, parce que ils sont voilà, très, très manipulés. Ça dépend si on compte les étudiants ou pas, par exemple. Enfin, bon, tout cet ensemble de choses.
Merci. Effectivement, c'est ça qu'on est censé Que je faire. peux dire un mot? Oui, bien sûr, Patrick. Alors moi, je vais vous dire, je pense que c'est aussi la responsabilité des chercheurs de se dire que les chiffres peuvent avoir un impact politique et ne pas se cacher derrière. Et la comparaison internationale, elle est très intéressante de ce point de vue. Parce que nous ne sommes pas les premiers pays d'immigration. Le continent américain a commencé bien avant nous. Et quand vous regardez la façon dont ils ont construit leurs chiffres, ils l'ont fait pour éviter le type de mobilisation populiste auquel on fait face. Quand vous prenez l'exemple du Canada, que Virginie connaît bien, l'immigration familiale d'un travailleur est comptée au titre du travail. L'immigration familiale d'un réfugié est comptée au titre de réfugié. Les étudiants ne sont pas comptés comme des immigrants avant qu'ils deviennent des immigrants. Du coup, l'immigration familiale n'apparaît pas du tout, elle apparaît comme tout à fait minoritaire, et au profit d'une immigration de travail où on compte à la fois le travailleur et sa famille. Mais nous, l'Europe, on a mis toutes les familles ensemble, et en plus, la France, qui ne mettait pas les étudiants dans les chiffres de l'immigration, ce qui était tout à fait cohérent, parce que les étudiants, c'est comme les demandeurs d'asile. Soit ils restent, soit ils s'en vont, mais ils ne reviennent stables que quand ils changent de statut. Bon, eh bien, on a maintenant cette directive européenne qui nous a fait rajouter les étudiants, ce qui correspond quasiment, si vous regardez les chiffres, à plus d'un quart de l'immigration. Enlever les étudiants de nos chiffres, ça vous fait moins 90 000. On serait à 230. Eh bien, 230, ça n'a pas le même impact que 320. Bon, eh bien, on vit avec cette directive qui a été signée par Sarkozy, mais que certains collègues n'ont pas trouvé tout à fait, quand certains ont trouvé ça tout à fait sans aucun problème, eh bien, si, ça pose un problème. Et la preuve en est, c'est que les pays d'immigration qui veulent éviter les mobilisations anti-immigrés n'ont pas du tout la même classification. Et l'Europe a une classification de l'immigration qui fait qu'elle favorise les mobilisations anti-immigration par les chiffres qu'elle produit et qu'elle fait produire dans tous les pays européens. Donc, moi, je trouve que, et moi qui ai subi, comme président du groupe statistique de l'immigration, les mobilisations de certains collègues pour faire rajouter les étudiants, je sais très bien de quoi je parle, et je trouve qu'on n'est pas assez mobilisé pour faire aligner, comme le CDE le souhaitait, la façon dont on compte, qui permettrait de bien meilleures comparaisons, la façon dont on compte les immigrés avec la façon dont les Canadiens et les Américains le font. Oui, non, la façon dont on compte importe énormément. Et effectivement, pour comparer, il faut harmoniser les critères et on pourrait s'y employer en désagrégeant ces agrégats statistiques qui nous sont imposés. Nona Mayer pose trois questions. Que je vais regrouper et qui se recoupent en partie. Quid du problème des médecins étrangers sur talent, profession médicale et pharmacie qui vient d'être dénoncé par des dirigeants africains comme favorisant une fuite des cerveaux? Quid des mesures restreignant le regroupement familial dont on a dit un mot, mais on peut y revenir? Et troisièmement, y a-t-il des mesures prévues pour supprimer l'effet protecteur du mariage contre l'expulsion? Je vais répondre à la première question. Vas-y, la première, elle vient en premier. La première question, les dirigeants africains sont très gentils, mais il faudrait qu'ils s'adressent aussi aux Américains, aux Canadiens, parce que si un médecin étranger qui a envie de partir se voit fermer la porte en France ou en Europe, il va aller au Canada ou aux États-Unis ou en Australie ou en Arabie Saoudite. Je dirais qu'il y a un marché mondial pour cela. Donc le vrai sujet, c'est quand est-ce que l'Europe et la France, pour être pionnière, changent la donne dans ce domaine, c'est-à-dire permet le bi-recrutement, c'est-à-dire la possibilité de faire une partie de sa carrière en France et dans son pays d'origine, et le CNRS ou certaines universités ou établissements universitaires pour être à la pointe de ces types de politiques. Moi, je connaissais par exemple un professeur de médecine de Cornell, d'origine haïtienne, que Cornell avait aussi payé pour faire le boulot en Haïti. Eh bien, puisque le gouvernement ne le fait pas, peut-être que nos établissements pourraient le faire et recruter des chercheurs en médecine ou en biologie ou des professeurs dans ces disciplines et leur permettre de faire une partie de leur carrière avec un salaire français dans leur pays d'origine, parce que ça fait longtemps qu'il faut faire ça.
et que donc certains établissements privés nord-américains le font remarquablement. Merci beaucoup, Patrick. Qui veut traiter les autres questions? Oui, Mehdi. Oui, ben, dans cette veine, parce qu'ici, on retrouve la question de la déresponsabilisation quelque part, c'est-à-dire qu'aussi, on paye en France une politique de numerus clausus, notamment dans les universités de médecine, en tout cas une politique publique de fabrication du corps médical défaillante, et donc on veut y pallier en recrutant ailleurs. Alors, je comprends ce que dit le professeur Veil, parce qu'effectivement, ceux qui veulent partir à tout prix, ils sont même prêts à partir dans des pays qui n'ont rien à voir avec les pays européens. C'est juste. Mais en même temps, l'appel d'air ici est évident, et donc on peine beaucoup. Et si on regarde par exemple les chiffres, parce que je ne suis pas du tout obsédé par le Maghreb, hein, c'est parce que c'est les données par rapport à la France. Hein. On ne parle pas des Ghanéens, où des médecins, par exemple, ghanéens sont pratiquement plus nombreux aux États-Unis qu'au Ghana. Là, on parle de la France. Et dans le cas français, ça concerne essentiellement les Maghrébins et pour moitié pratiquement les Algériens. Les Algériens sont les plus touchés, encore plus que les Marocains et les Tunisiens, même si les Marocains et les Tunisiens sont très touchés par cela. Donc, on a par exemple au dernier Conseil des ordres des médecins français, j'ai les chiffres sous les yeux, les 3/4 des 2000 praticiens à diplôme hors UE, d'accord, et qui ont passé ces épreuves de qualification, de vérification, d'accréditation, étaient les 3/4 originaires des pays du Maghreb, dont la moitié en fait d'Algérie. Donc ici, il y a quand même quelque chose à faire et c'est difficile si d'un côté, on veut expulser des gens qui ont une vie longue en France, si on pointe toujours du doigt les Maghrébins, d'une certaine manière dans les débats islamophobes en France, et d'un autre, on veut bien des médecins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette politique, elle ne pourra pas se faire sans une plus grande amitié franco-maghrébine que beaucoup appellent de ses voeux. Nous sommes des pays aussi francophones, adhérents aussi, hors Algérie, mais adhérents à la francophonie. Il y a des liens familiaux très importants. Beaucoup de gens y ont fait les études. L'ancienne doyenne de la faculté de Casablanca a fait ses études à Montpellier, la première femme médecin marocaine, et s'est trouvée expulsée de France à Montpellier il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, pardon. Donc on a le sentiment au Maghreb qu'il y a une sorte de rupture dans ces amitiés franco-maghrébines, dans lesquelles on veut bien de nos médecins parce qu'il faut pallier à l'urgence, alors que nous, on en a besoin, mais on ne veut pas des problèmes sociaux qui peuvent aller avec l'immigration. Donc ici, quand même, il y a un serpent qui se mord la queue. Hein. Il y a des choses à préciser, et cette loi, au contraire, elle va participer de la confusion générale et elle ne va pas établir une meilleure circulation entre les deux rives de la Méditerranée. Merci. Regroupement familial et rôle du mariage vis-à-vis de l'expulsion. Est-ce que ce projet de loi… Alors, je peux dire un mot. Le regroupement familial, là encore, c'est tellement… Le regroupement familial, ça veut dire le recoupement par un étranger de sa famille. C'est contrôlé par tous les bouts, par le travail, par le logement. Il y a très peu, c'est absolument un chiffre, je ne vois pas comment ils peuvent réduire encore le regroupement familial sans violer le droit constitutionnel à avoir une vie familiale normale. Je crois que c'est fini. Alors, il y a le mariage. Alors, le mariage, la France, alors, il y a eu les droits ont baissé, mais on a des dispositifs plus ouverts que d'autres pays. Par exemple, on peut acquérir la nationalité française par un mariage à l'étranger, par déclaration. Il y a des pays où il est absolument impossible d'acquérir la nationalité du pays, des pays comme les États-Unis ou beaucoup de pays européens. On ne peut pas acquérir la nationalité du pays par un mariage à l'étranger. Bon. Donc, pour l'instant, je n'ai rien vu dans le projet qui mette en cause les droits des mariés. Bon, voilà. Mais ce n'est pas un domaine où, s'ils veulent harmoniser, comme disait Virginie, par le bas, ils ont encore de la marge. Alors que sur le regroupement familial, franchement, il n'y en a plus. Les chiffres, là, pour le coup, on revient aux chiffres. Bon, si c'est de moins en moins par ailleurs, pour des raisons qui ont trait aussi à l'évolution de ces dynamiques migratoires, y compris, Mehdi l'évoquait indirectement, un talent qui a une famille et des enfants, est-ce qu'il va vraiment aller en France ou il va aller au Canada? Alors, si on lit alors c'est pour ça que moi je dirais qu'il y a un effet indirect. Maintenant, il y a un test de langue
il va concerner aussi l'objet. Non, il y a des exceptions, j'ai l'impression. Alors, oui, mais dans les exceptions, je pense qu'il y aura quand même aussi du groupement familial, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient exemptés, en fait, complètement. Ils vont quand même, en tout cas, ils ont prévu plein d'exceptions, je n'ai plus la liste, mais ils ont annoncé après. quelques langues, mais aussi, je pense que ça sera que indirect, c'est-à-dire que ça fera y compris sur ce qu'on a dit aussi sur les principes de la République, etc. C'est-à-dire que, à mon avis, si on veut vraiment, je pense qu'il faut, si on se met du point de vue des pays d'origine, est-ce qu'on est si attractif? Moi, ça me paraît pas évident, mais ça aussi, moi, je fais le lien avec l'immigration familiale. Une personne qualifiée, un talent, un global talent, comme on aime dire, il a aussi souvent une femme et des enfants. Enfin, je veux dire, bien sûr, évidemment. Donc, si on n'est pas capable de l'accueillir, il ira effectivement, il ira au Un Canada. mari et des enfants, ça peut être une femme qui a des enfants. Oui, non, mais du même sexe. Oui, en plus. Alors, deux questions pour finir, et une troisième de ma part si on a le temps. Celle de Anne Avig, qui la pose par mon intermédiaire et qui va un peu dans le même registre. La question concerne les mineurs non accompagnés. Que ce projet de loi prévoit-il pour ce qui est des MNA, comme on dit? Rien. If anything, voilà, rien. D'accord. C'est vraiment, franchement, c'est là où la politique des OQTF tous azimuts est. Enfin, il y a des domaines comme ça. Les mineurs qui ont fait leur scolarité, qui ont déjà un job en alternance, qui sont appréciés par leur employeur, mais ne pas leur donner de carte de régularisation. Alors que s'il y a quelque chose dans la loi, c'est les possibilités de régularisation, qui sont d'ailleurs très utilisées. Donc, il est tout à fait légal de régulariser. Ouais. Donc, le déséquilibre complet entre les objectifs annoncés et la loi elle-même qui permet la régularisation, est vraiment dans ce cas-là est criant. On va voir, mais je veux dire, on verra si le débat fait avancer le schmilblick. Voilà. Et question de Nathalie Duclos, secrétaire générale de la FSP, et qui nous ramène à la question allemande, à la comparaison avec l'Allemagne. Est-ce que le déclin de la natalité en France vous paraît susceptible de conduire à une reconsidération de la politique actuelle en raison des besoins de main-d'œuvre et de financement des retraites que cela va engendrer, et donc favoriser une dépolitisation de cet enjeu? Ça nous ramène à la question de l'Allemagne, ça nous ramène aussi à la question des chiffres des régularisations qu'on a évoquées déjà. Oui, Angéline. Oui, je veux bien intervenir. Je ne sais pas ce qu'en penseront mes collègues, mais c'est comme ça que la France est devenue un pays d'immigration. Hein. C'est parce qu'elle avait un taux plus faible de fécondité dans la France du 19e siècle. Si on regarde une carte du mouvement des personnes au milieu du 19e siècle, on a tout un mouvement qui part vers les États-Unis. À destination des États-Unis et des Amériques même, qui part d'Italie, mais qui parle aussi d'Angleterre, d'Allemagne, même de Suisse, bon, évidemment de Belgique. La France était la seule qui recevait les immigrés parce qu'elle avait cette espèce de néo-malthusianisme que les démographes ont passé des carrières entières à essayer de délucider. On n'a jamais trop su pourquoi. On a proposé plusieurs explications. Bon, donc le manque de la baisse de la fécondité et le besoin de main-d'œuvre expliquent qu'il y ait une immigration en France qui commence aussitôt, qui fait qu'on soit comparable, notamment de ce point de vue-là, aux États-Unis, aussi, de manière aussi surprenante que ça puisse l'être. Mais ce n'est pas ce qui fait que la question de l'immigration est beaucoup plus facilement, passe facilement, parce que finalement, et ça a été, c'est ce qui s'est passé en particulier, donc il y a eu le moment du 19e siècle, mais quand on a commencé à réguler après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on constatait bien ce besoin en main-d'œuvre, en plus avec la reconstruction, mais immédiatement, quand l'envie d'avoir recours à la main-d'œuvre fait jour, les politiques cherchent à sélectionner. Ils cherchent à sélectionner des origines qu'ils pensent vont être plus facilement assimilables à la France. Donc,
dans les années 40, on espérait avoir des Européens du Nord. On a compris au bout de 10-15 ans que les Européens du Nord, la source s'était tarie. Donc, on a voulu plutôt les Européens du Sud que du Maghreb et ainsi de suite. Donc, ça, enfin, sauf révolution copernicienne, mais je ne vois pas comment le besoin en main-d'œuvre et même en paiement des retraites pourrait faire que pourrait changer le débat sur l'immigration. Oui. Les Moi, j'ai cultures. plutôt une idée comparée, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'évoquais les pays de l'Est tout à l'heure rapidement. Dans les pays qui sont en déficit démographique, qui ont de l'émigration vers l'Europe de l'Ouest, ça, c'est vraiment un sujet de recherche assez passionnant. C'est là où il y a une obsession identitaire sur l'invasion migratoire, alors qu'ils perdent des gens. C'est-à-dire que ce sont des vieilles personnes qui vivent dans des villes, alors donc plutôt dans des zones rurales, donc qui sont qui sont en perdition démographique, qui votent pour des partis, que ça soit Orban, mais c'est d'autres pays de l'Est, et c'est y compris même dans les Balkans, qui votent pour des partis qui leur disent oh là là, le grand remplacement, etc. Alors que leurs enfants et leurs petits-enfants sont partis à la ville ou à l'étranger depuis longtemps. C'est-à-dire que il y a quand même un découplage, enfin, je ne sais pas si le mot est français, enfin, un decoupling entre la réalité démographique en Europe de l'Est et en Europe et centrale et le discours politique. En France, maintenant, on est dans une situation où effectivement, on laisse le discours utilitariste qui était quand même très, très fort avant aux Allemands et aux autres. Donc voilà, on est sur nos grands chevaux républicains, etc. On parle beaucoup des principes de la République qui sont dans ce projet de loi, de toutes sortes de choses. Donc on a moins de, comment dirais-je, on trouve ça sale maintenant de parler de besoin de main-d'œuvre. On trouve que c'est. Mais bon, ça n'a effectivement pas toujours été le cas. Mais en tout cas, ne pas faire un lien entre besoins démographiques et politique publique, ça voudrait dire que les politiques publiques seraient, oui, Rationnel. en retire rationnel et qu'il n'y aurait absolument pas de politique dedans. Le mot de la fin, Patrick. Maintenant, je pensais que tu voulais intervenir. Alors, je veux bien intervenir sur ce point, mais tu avais une question, donc il vaut mieux qu'on ait une question complémentaire. On a un peu de temps et je voulais juste vous poser la question du droit, parce que c'est toi d'ailleurs, Patrick, qui a évoqué le Conseil constitue à un moment. Est-ce que vous pensez qu'un projet de loi comme celui-là passe le cap du Conseil constitutionnel? D'abord, on a un Conseil constitutionnel qui n'est pas composé de juristes. Bon, donc, je ne sais pas, on ne peut pas se fier aux précédents pour dire ils vont suivre. Voilà. Bon. Il y a des sujets. Moi, je pense que l'asile, c'est un sujet. Bon, voilà. Je crois que il y a quand même c'est-à-dire que c'est pas le droit européen qui nous impose l'asile ou qui nous impose le respect de la vie familiale normale. C'est le préambule de la Constitution. Hein, ouais. C'est ça. Bon, alors donc, peut-être qu'il y aura des censures sur certains points. Mais je dirais que comme le projet, s'il est adopté, si un projet est adopté, il va d'abord être adopté par le Sénat. C'est-à-dire qu'il va être adopté par une majorité LR. Ça veut dire qu'ils vont ce ne sera pas le même projet. Mais. Donc, on vient de parler d'un projet qui, s'il passe la première étape de la procédure, c'est-à-dire le rejet de la discussion, et devient un projet de loi du Sénat, ne sera plus du tout le même avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Non, nous avons effectivement traité aujourd'hui du premier moment, de la première étape d'un processus qui va être long, qui va alimenter beaucoup de conversations. On vous remercie tous les quatre d'avoir si bien éclairé notre lanterne sur des aspects qui sont à la fois politiques et techniques. Dieu sait si démêler l'un de l'autre est compliqué.
Merci à vous. Vous pourrez suivre cette conversation dans AOC, notre partenaire qui va accueillir des contributions de nos intervenants de ce soir. Et puis le prochain webinaire, eh bien, je peux vous l'annoncer car il a été maintenant fixé au 21 février et il sera à 15 heures de manière exceptionnelle, consacré à Israël, consacré à la situation en Israël qu'il faut décrypter là aussi d'une manière la plus complète possible et avec des intervenants qui seront, l'un d'entre eux en tout cas, en Israël même. Mais tout ça se fera en français puisque nous avons vocation à ne pas rester français seulement, et Mehdi était là pour le montrer aujourd'hui, mais francophone en tout cas. Et donc, ce sera dans cette épure. Merci à tous et bonne soirée. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci Christophe. Au revoir.